Alors, l'heure de clore approche à grands pas. J'ai déjà vu une personne. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, identifiez-vous tout de suite. Je prendrai les questions et je permettrai à nos panélistes de faire une réponse finale. Donc, Madame d'abord. Bonjour. Ma question est pour Monsieur Coulon, en fait. Vous avez beaucoup parlé des opérations de paix lors de la conférence. Et puis, j'aimerais savoir, selon vous, quel est le plus gros défi auquel devront se mesurer les opérations de paix dans le futur, prochainement? C'est quoi, donc, que représente le plus gros défi actuel pour les opérations de paix? Do I have any other takers? This is going to be the final round of questions. Hi. Just a quick question. I know one American military strategist, Thomas Barnett, I believe his name is, has written that peacekeeping is one of the most cost-effective mechanisms for the global economy, that the investment and the return is huge. I'm wondering, do you think, any of you on the panel, that the cost-effectiveness in the post-financial crisis world we live in should be conveyed to our current government? I don't know who wants to start. Well, Jocelyn a reçu une That's the only question. Alors évidemment, le plus gros défi, il pourrait y en avoir plusieurs. D'abord, le retour des pays occidentaux, c'est un défi majeur pour les opérations de paix, puisque les Nations unies ont besoin des unités spécialisées et des ressources de ces États occidentaux pour que les missions puissent atteindre leurs objectifs. Ça, c'est un des défis. L'autre, c'est certainement la gestion de la complexité des opérations de paix. Comment fait-on pour démobiliser et réintégrer les milices, les enfants soldats, protéger les femmes et les enfants, tout en réhabilitant les infrastructures pour rétablir un semblant de vie politique, économique, sociale et même culturelle dans des aires géographiques qui parfois dépassent le Québec et le Canada mis ensemble. Et là, je parle du Congo-Kinshasa. Évidemment, il n'y a pas de guerre à l'ensemble du Congo-Kinshasa, mais il y a un territoire ici immense, avec des frontières, je crois, qui jouxtent 8 ou 10 pays. Donc, il y a là un défi énorme pour les opérations de maintien de la paix. Un troisième défi serait le financement. On n'arrête pas de dire que nous sommes en crise économique, que nous n'avons pas d'argent pour le maintien de la paix ou que le maintien de la paix coûte cher. D'abord, si nous sommes en crise économique, je ne comprends pas comment se fait-il que le budget américain sous George Bush a augmenté de 75% pendant les 8 ans de sa présidence et qu'il continue à augmenter pour atteindre des chiffres astronomiques. Est-ce que les Américains ont besoin d'avoir 3 porte-avions avec toutes les installations maritimes et aériennes? Est-ce que 9 porte-avions, ce ne serait pas plus modeste? Je vous ferai remarquer que le Canada n'en a plus depuis une quarantaine d'années de porte-avions. Donc, quand on regarde les budgets militaires actuels, qui tournent autour de 1000 milliards de dollars, et le budget de l'ONU en maintien de la paix qui varie entre 6 et 8 milliards de dollars, on se rend compte de la disproportion des chiffres. Et pour compléter la question de monsieur, effectivement, le maintien de la paix réalise des choses à très bas prix, finalement. Bon, c'est sûr que lorsqu'il y a une guerre, cette guerre mobilise des ressources humaines et militaires considérables que le maintien de la paix ne peut pas mobiliser. Mais ce n'est pas sa fonction. La fonction du maintien de la paix, elle a été bien définie dans les années 50, elle s'est adaptée avec son évolution, mais ce ne sera jamais un instrument au service de la guerre comme tel. Donc, c'est un peu ce que je peux
peux vous répondre sur les grands défis futurs des opérations de paix. Il y en a peut-être d'autres aussi. On parle par exemple des capacités des organisations régionales ou sous-régionales à soulager les Nations Unies et à s'occuper elles-mêmes des opérations de paix dans leur région. Les expériences ne sont pas très concluantes là-dessus, en tout cas pour l'instant. Il reste beaucoup à faire pour renforcer ces opérations régionales. Voilà. It's open. Very quickly, I was in charge of the, for foreign affairs at least, the Zaire Task Force. And we used to project a map of the Congo onto Canada, and it pretty much covered Western Canada. And we were trying to go there with 1,000 soldiers. And we were, and by the way, the experience that one of the lessons that I took away from that is how much I respected the UN for its ability to pull these things together, because we were trying to do that ourselves. And the Prime Minister would phone the President, and the President would promise us a battalion, and then at the end of it, by the time it got to me, it would be a company, and it would be so caveated that you pretty much had to serve in New York for it to work. Just a comment, but on the issue of the cost effectiveness of peacekeeping, there are others who've made that argument, and in fact, the RAND Corporation has made, as you were referring to, has made some assessments of the UN's relative cost effectiveness in kind of sort of state building and the recuperation. And the conclusion they reached was Jim Dobbins reached was that the UN was by far the most effective organization. He had some caveats, but it was the most effective organization. But if you look at the cost of peacekeeping, and you look at what the U.S. is spending, as Jocelyn said, it's just vast, stupendous amount of money. 11 carrier groups, you were saying, right? I think it's 13 or 11. It's 11 or 13, but anyway. If you translate that into the Canadian budget, our defense budget is now $19 billion a year. Our foreign affairs budget is $2.1 billion a year. The aid budget is now frozen at $5 billion a year. Defense expenditures are projected to increase for equipment by $34 billion in the coming 20 years. Foreign affairs, the diplomacy budget is now down $188 million from where it was in 2004, and it's projected to go down to $212 million less than it was in 2004. The foreign affairs budget is a rounding error in the public accounts of Canada. And we need to do something about reconciling our expenditures. If we're really interested in security, we have to start to get smart about where you get at the margin the most effective expenditure. And this is not an anti-military thing. I'm absolutely convinced that we needed to spend the money on defense, and that we do need to spend the money on defense. What I'm arguing is, in a multi-centric age, when the United States and the British and the French and practically everybody you can think of is investing in diplomacy, read some of the statements that Hillary Clinton made. You even get Secretary of Defense Gates supporting increased diplomacy, increased money for the State Department, and then transpose that kind of thinking onto Ottawa and try to find someone thinking at all in those terms, where they've just appointed somebody to run our diplomacy who's never been a diplomat. No experience in this area at all. And you have to ask yourself whether whether the people in Ottawa think we're a serious country or not. And I think you have to come to the conclusion that people in Ottawa who are running things now don't think Canada is a serious country. We wouldn't be leaving Afghanistan on an arbitrary date, no matter what had happened, if we were a serious country. We didn't say in 1944 that we're going to provide 1,500,000 people, we're going to train the Commonwealth air crew, we're going to guard the North Atlantic, we're going to give Britain billions of dollars in aid, but in 1944 we're out of there. That's basically what we're doing now.